La mort ici prend surtout la forme d'une mort violente. C'est toujours le franc-tireur ou la voiture piégée ou l'obus ou tout à la fois. Mourir dans son lit est vraiment un luxe. Les vivants sont morts en fait. C'est les véritables morts. Personne n'en parle. On soupçonne à peine ce qu'ils endurent. Ce n'est pas spectaculaire, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de carnage, mais ils vivent dans un terrorisme constant. On vit dans la terreur dans ce quartier. On aime et on aime ce quartier, on ne le quitte pas, mais la terreur nous accompagne tout le temps. C'est pour ça on sent un peu qu'on est mort. C'est comme si on était des morts en sursis. Donc chaque jour sans incident, sans atteinte par une balle de la maison ou de notre personne nous semble acquis et nous sommes gagnés. Vous vivez au jour le jour? Oui, à l'heure peut-être aussi. On s'y fait. Alors Cynthia, vous écoutiez cette cassette avant? Oui, mais surtout quand il y a les bombardements et que c'est très fort, ça tape très fort. On court immédiatement et on met la cassette parce que la voix de Domingo qui est tellement forte, elle couvre les coups, la voix des coups. À chaque fois qu'il y a un bombardement, vous écoutez Placido Domingo? Oui, oui. Alors vous connaissez par cœur cette cassette? Oui, certainement. Ma grand-mère l'appelle même l'homme de tous les jours, à force de l'écouter. Chacun a son truc comme ça pour oublier les bombardements de dehors? Certainement, chacun trouve sa fuite quelque part. Nous, c'est une fuite dans la musique. Elle nous permet d'oublier. Quand ça barre dehors, je prends un verre et j'attends que ça passe. Si c'est plus long, je prends plusieurs verres. Et si ça me tombe sur le nez, c'est tant pis pour moi. Sinon, le lendemain, je reprends ma vie normale comme d'habitude. Quand ça devient insupportable, très fort, j'essaie de prendre un calmant pour me calmer. Je me bouche les oreilles. Depuis 12 ans, les nerfs sont déjà assez fatigués. C'est le seul moyen pour le moment. On n'a pas le choix. Les gens n'ont plus de loi, n'ont plus d'autorité, n'ont plus quelque chose qui leur défende quoi que ce soit. Alors ils sont pris dans le cercle violent infernal de la violence intérieure et extérieure. Alors ils veulent fuir. Chacun vit dans sa petite coquille. On se replie sur soi parce que c'est un instinct de survie qui est plus important que la vie dans ce qu'elle a de plus épanoui. Et puis ensuite, il y a des insomnies incroyables et des cauchemars pendant lesquels on voit les gens les plus proches qui sont tous les jours morts ou défigurés ou la proie d'explosions et de ravages et de destruction. Et c'est pourquoi on a recours aux tranquillisants pour dormir et pour fuir ces pensées, ces images atroces. Nous sommes saturés des gens nerveux et malades psychiatriquement. Est-ce que vous disposez encore de calmants pour donner aux gens? Non. Il y a un mois, nous sommes vraiment à court de médicaments. Il y a 25 ans que je suis là. Nous étions, je vous dis, comme n'importe quel pays d'Europe. Il y a 12 ans. Il y a une dégringolade et de plus en plus ces 3 dernières années. La psychiatrie n'en demandait pas, de l'enfant de 2 ans jusqu'au vieux de 70 ans. En psychiatrie? Psychiatrie. Et il y a des degrés, naturellement. Moi, je suis au 1er degré, par exemple. Les bébés libanais souffrent surtout de maladies nouvelles, comme le rachitisme, qui est dû à un manque de lait et surtout un manque d'allaitement de la part des mamans qui vivent une situation de choc. Il y a des bébés aussi hypersensibles auxquels on est en train de donner des calmants. D'ailleurs, tous les Libanais aussi prennent des calmants, y compris moi-même, 99% des Libanais. Et vous donnez du Valium aux bébés? Des fois, on est obligé de leur donner du Valium. Autrement, c'est une, condition insoutenable.
Nos enfants jouent ce qu'ils entendent dans la vie, c'est-à-dire ils sont combattants, ils font les otages, ils font les barrages. Donc nos enfants sont très, très agressifs. Et souvent vous les entendez dire « je vais le tuer ». D'autre part, beaucoup ont subi des interventions chirurgicales dans l'oreille et ils ont perdu beaucoup de leur ouïe à cause des bombes et des coups qu'ils ont entendus. Et nous avons beaucoup de cas d'anorexie. L'enfant refuse de manger pour ne pas grandir, pour ne pas se lancer dans la vie d'adulte qui ne leur semble pas très agréable. C'est là où les gens ne devraient pas habiter, où ils habitent quand même, parce qu'ils n'ont pas d'autre logis, ils n'ont pas trouvé de place pour loger. Et tous ces bâtiments détruits, ça fait combien de temps qu'ils sont sur la voie de la destruction comme ça? Depuis le début de la guerre, c'est-à-dire en 1975 ça a commencé. Ces immeubles étaient habités par des gens qui ont fui la guerre, qui ont fui les bombardements pour d'autres régions. Or, ces mêmes immeubles ont été habités en ce moment par des déplacés qui ont été chassés, par des milices qui ont une religion différente de la leur. Je suis assistante sociale. Et je travaille dans un dispensaire qui couvre toute cette région. Alors, je viens faire des visites à tous les habitants de ce quartier. Ils sont là dans des chambres minables, sans eau, sans électricité, mal nourris. Toute cette condition de vie engendre des maladies. Alors, nous sommes là pour voir ce dont ils ont besoin. Grâce à Dieu, les enfants vont bien, mais mon mari a mal à l'estomac. Comment veux-tu qu'il soit en bonne santé dans cette ambiance? Qu'est-ce qu'il a? Les nerfs. Tous les médecins disent que c'est nerveux. Mon fils est mort depuis 3 mois. Depuis, je suis malade nerveusement et j'ai des démangeaisons. Et les médicaments? Un jour j'en achète, un jour non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez d'argent pour acheter les médicaments et la nourriture. La vie est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chère. Le quartier ici, ça appartenait à des gens qui étaient vraiment riches, si vous voulez. Et le Liban, c'est nouveau pour lui, c'est tout à fait nouveau. Il vivait, enfin, les Libanais vivaient comme, je ne veux pas dire mieux qu'ailleurs, que dans les autres pays, disons pareil. C'est à cause de la guerre. Ça n'a jamais été comme ça au Liban, jamais. Mon père, c'est Dieu qui l'aide. Nous cherchons en vain des médicaments. Hier, mon père m'a dit « Je vais mourir devant vous ». Je lui ai répondu « Que veux-tu que l'on fasse ? Nous n'arrivons plus à joindre les deux bouts et mon père a le cancer. Il va mourir devant nous, les yeux ouverts. Est-ce possible ? C'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus s'acheter de médicaments ? Pourquoi ? Ces jours-ci, les médicaments sont devenus excessivement chers. D'une livraison à l'autre, ça augmente 3 ou 4 fois plus. Depuis 1 an jusqu'à présent, ça a augmenté une affaire de 10 fois plus. Les gens ne peuvent plus acheter leurs médicaments. Ils choisissent des ordonnances, quelques produits, ou bien ils n'achètent rien. Surtout pendant cette période de guerre qui est très difficile pour les Libanais.
On vit dans un hôpital qui se trouve à peu près à 300 mètres à vol d'oiseau de la ligne de démarcation où les combats font rage. Et d'un côté, on se trouve dans ce même hôpital avec, comme vous le voyez, toute une technique de pointe. C'est pour vous prouver que le Libanais, malgré tout ce qui lui arrive, il a cette grande envie de lutter et de vivre. Allons-y. La dame que je vais opérer, c'est une dame qui a 56 ans, qui a un problème de valve mitrale. Et cette dame-là, du fait de la situation économique au Liban, du fait que l'État libanais est complètement à plat, divisé, cette femme-là était obligée de vendre tous ses biens et de s'endetter avec ses enfants pour pouvoir assurer son opération. Malgré les obus qui tombent autour de nous, malgré les balles perdues, malgré tous ces soucis, on a cette volonté de sortir cette malade, de l'opérer, de lui donner le meilleur, afin que ce peuple puisse toujours survivre. Au début de ce reportage, vous avez dit que vous viviez à l'heure, Oui. au jour le jour. Néanmoins, vous faites des projets, et ce de façon très réelle, puisqu'on m'a dit que vous attendiez un bébé. Oui. Il faut bien que la vie gagne, quand même. C'est l'espoir, malgré tout. C'est la foi en ce pays. C'est la foi. Cela veut dire que le Liban est un pays comme un autre, malgré tout? Pas comme un autre, c'est plus qu'un autre pour nous. C'est... je ne sais pas, vous ne pouvez pas quitter ce pays. Il y a autant de barbarie que de splendeur, que de merveille ici. Il y a beaucoup de chaleur humaine, il y a beaucoup de choses merveilleuses qui font que vous êtes attachés, que vous ne pouvez pas quitter. Même le territoire de la mort, que sont nos lignes de démarcation.